on peut débuter. Voilà, parfait. Alors, donc, j'ai le diaporama. Voilà, donc, pour nouveau rendez-vous en ce vendredi soir qui devient presque une habitude. Alors, donc il me revient d'introduire en fait la présentation de ce sujet zéro. Introduire, ça veut dire effectivement resituer un peu de quelle épreuve il s'agit, remettre un petit peu dans le contexte, mais je vais être assez brève parce que l'essentiel va être dit effectivement par Viviane et Denis tout à l'heure. Donc, ce sujet zéro, il concerne l'épreuve E5, hein, donc du bloc 2, hein, conduite d'un dossier en droit des personnes, de la famille et du patrimoine familial. Coefficient 5, hein, c'est une épreuve de 4 heures sous forme actuelle écrite pour tous. Donc, effectivement, une des épreuves, j'ai envie de dire, un peu emblématique hein, de ce BTS CN. Alors, un petit rappel peut-être sur le contenu du dossier, hein, tel qu'il est écrit, donc le dossier qui va être fourni au DA, hein, tel qu'il est écrit dans le référentiel. On nous dit, l'épreuve prend un dossier qui comprend une présentation contextualisée contenant des problématiques juridiques liées au bloc 2, hein, au droit des personnes, de la famille et du patrimoine familial, avec une base documentaire, donc ça c'est une expression que vous verrez, hein, qui sera reprise ultérieurement, et une série de questions permettant de structurer et orienter le travail à réaliser par le candidat. Alors le candidat, il faut quand même le préciser, c'est aussi en termes d'esprit de l'épreuve, il est positionné, hein, comme nous le dit dans le référentiel, en tant que collaborateur juriste notarial, y compris donc dans le contenu de cette épreuve. L'épreuve, en fait, alors Denis le représentera un petit peu plus en détail tout à l'heure, il montrera comment ça se matérialise dans le sujet zéro, mais cette épreuve a la particularité de traiter en fait de l'histoire d'une famille qu'on va suivre, soit parce qu'elle a des difficultés, soit parce qu'elle a des projets. Et donc c'est bien une idée de suivi d'une sorte de projet familial tout au long du dossier qui est fourni, qui va être proposé au candidat. Alors ça va avoir un impact justement sur la manière de présenter ce sujet zéro, vous le verrez tout à l'heure. L'autre particularité, mais là qui est moins spécifique au bloc 2, mais qui est assez révélatrice des objectifs lors de la rénovation, c'est d'affirmer, et là on le voit bien dans cette épreuve, que le droit et la technicité sont intimement liés. Autrement dit, le droit est mis au service de la technique et la technique est mise au service du droit. Il y a cette idée que on ne scinde pas, y compris dans le questionnement, hein, il peut y avoir effectivement un certain nombre de questions qui portaient soit plutôt sur un raisonnement juridique à produire, soit plutôt sur une technique à mobiliser, mais toujours mise au service vraiment du besoin du client. Et c'est peut-être ça qu'il faut finalement de ce sujet zéro et de ce qui était la volonté de contribuer à l'écriture de ce référentiel, c'est de proposer peut-être moins d'apprentissage par cœur de clauses qui sont parfois un peu apprises artificiellement, j'ai envie de dire, par nos élèves, mais plutôt de parler de contribution à des projets d'actes. Hein, c'est une des compétences qu'on retrouve hein, dans ce bloc 2, peut-être même plus régulièrement que dans le bloc 3, mais toujours avec cette idée de donner du sens, hein, de faire en sorte que ça s'inscrit dans un contexte avec des objectifs précis, et donc on est moins dans le faire pour faire, mais vraiment dans le faire pour pouvoir répondre aux besoins ou à la difficulté du client. L'objectif de cette épreuve, eh bien, c'est évaluer chez le candidat l'acquisition des compétences décrites dans le bloc 2. Hein, donc ça, évidemment, j'ai repris le référentiel. Donc vous regarderez, hein, c'est assez simple de comprendre. C'est-à-dire que le candidat doit être capable de, c'est la deuxième colonne du tableau, vous savez, du fameux qui présente effectivement les compétences du candidat, qui guide en fait sur ce qu'on peut attendre effectivement comme maîtrise de compétences chez les futurs titulaires du BTS CJN. Les critères d'évaluation, en fait, ils correspondent aux indicateurs d'évaluation des compétences, donc c'est-à-dire la fameuse, cette fois-ci, troisième colonne du tableau, hein, qui permet de préciser effectivement ce qu'on attend en termes de maîtrise par nos candidats. J'ai repris un petit peu du référentiel qui reprécise peut-être de manière plus générale hein, les critères d'évaluation. Donc voilà, je voulais réécrire sur la diapo, hein, pour justifier de la maîtrise des compétences attendues, le candidat devra également être capable d'analyser et de qualifier les problématiques juridiques, d'exploiter une base documentaire, hein, de proposer des solutions argumentées en mobilisant les notions juridiques adaptées,
faire preuve de rigueur dans le choix des techniques notariales utilisées et des raisonnements juridiques logiques et cohérents. Donc effectivement, on est sur des critères d'évaluation qui sont assez transversales à tout ce bloc 2. Avant donc qu'effectivement Denis et Viviane notamment donc présentent ce fameux sujet zéro, je voudrais juste avant repréciser un tout petit peu le rôle d'un sujet zéro. En fait, le rôle d'un sujet zéro, il est là pour présenter un petit peu à la fois les points d'évolution par rapport à ce qui se faisait avant, peut-être aussi continuité, hein, il y a des choses voilà sur lesquelles vous allez vous retrouver par rapport à des pratiques d'évaluation voilà qui étaient assez communes et courantes avant. Donc il est là pour en fait vous montrer les ruptures et les continuités et vous proposer un exemple d'un sujet qui serait cohérent avec l'esprit du référentiel et l'esprit de l'épreuve comme j'ai pu l'écrire. Mais j'attire votre attention sur le fait que ce n'est pas nécessairement gravé dans le marbre. Le nombre de questions peut être amené un peu à varier au regard de leurs difficultés. Le référentiel est d'ailleurs suffisamment souple, hein, puisque pas de définition précise. Il est souple d'ailleurs, y compris dans l'expression base documentaire. On peut très bien imaginer qu'on soit amené à mettre des nouveaux types de documents auxquels on n'aurait pas nécessairement pensé dans le sujet zéro, etc. Donc, un sujet zéro qui vous donne l'esprit, qui vous montre un petit peu à quoi ça va ressembler, mais qui reste quand même un exemple dans lequel on n'est pas nécessairement complètement enfermé, comme je viens de vous l'expliquer. Voilà. Donc là, je crois que moi, j'ai fini sur ma présentation, sur l'introduction en tout cas de ce sujet zéro, et je vais tout de suite laisser la parole à Denis. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Dans un premier temps, je vais essayer de distinguer un petit peu le sujet que nous allons vous présenter, le sujet de E5, de ce qui pourra vous être présenté concernant l'épreuve E6. Nous, dans notre sujet de droit de la famille, E5, conduite d'un dossier en droit des personnes, de la famille et du patrimoine familial, nous étudierons donc des situations en droit de la famille qui vont évoluer au cours du temps. Nous nous situons donc sur un temps long pendant lequel nous allons suivre des personnes dont la situation familiale va évoluer. Donc, dans ce sujet zéro, par exemple, des personnes vont être amenées à choisir une forme d'union, puis ensuite vont adopter un enfant, ensuite procéder à une assistance médicale à la procréation, et enfin, elles vont avoir la volonté d'anticiper une succession. Seconde différence à relever, le sujet est construit autour d'un contexte, une histoire familiale qui sera précisée à différents moments en fonction des souhaits des clients, qui sera l'occasion d'introduire des activités du bloc 2. Par exemple, l'identification du cadre juridique approprié d'union, lorsqu'elles voudront choisir ou sélectionner une forme d'union, et que le collaborateur devra réaliser. Ce sont les tâches qui seront ensuite réalisées dans le cadre de la mission conférée au collaborateur ou à la collaboratrice. Sur le plan formel, ce sujet zéro ne comporte donc pas de dossier distinct, mais 12 questions qui doivent être traitées par le candidat. Il comporte aussi une base documentaire de 4 annexes, qui est une forme de continuité avec les sujets, les habitudes que nous avions. Ces annexes étant, par exemple, dans notre situation, dans notre sujet zéro, des extraits d'actes de naissance des futures épouses, 2 articles du Code civil, un arrêt de la Cour de cassation et l'article 777 du Code général des impôts. Enfin, et ceci est une nouveauté, le candidat doit exploiter une prise de notes réalisée par le notaire dans le cadre de l'entretien qu'il a conduit avec ses clientes et dans laquelle le candidat doit repérer des informations afin de mener à bien ses activités. Cela permet au candidat de mettre en œuvre des compétences professionnelles conformes au référentiel. Je vous renvoie d'ailleurs à la forme de l'épreuve E5 du référentiel, dans laquelle il est indiqué que le candidat est positionné encore en tant que collaborateur juriste notarial. Dans ce cadre précis de positionnement, vous pourrez observer que les questions posées nécessitent, afin de les traiter, soit des savoirs, soit des compétences techniques, ou bien encore un mélange des deux,
afin de structurer et argumenter les réponses apportées aux problèmes soulevés par les clients de l'étude. S'agissant de la question 1, rédiger un courrier aux clientes en qualifiant juridiquement leur situation, présentant les conseils donnés sur le choix du mariage, justifiant les possibles régimes matrimoniaux préconisés. On voit que cette question est parfaitement conforme aux critères d'évaluation présents dans les critères de l'épreuve E5, puisqu'il s'agit dans un premier temps d'analyser et de qualifier juridiquement une situation donnée, ensuite de proposer des solutions argumentées, et enfin de réaliser une conduite de raisonnement juridique logiques et cohérents. Donc des choses dont nous avions l'habitude, mais c'était fait peut-être dans des exercices un petit peu plus emblématiques du droit. Là, ces raisonnements logiques, ces savoirs doivent être associés et intégrés dans un document, dans l'écriture d'un courrier de réponse aux clients à leurs questions. Dans la question, à partir de la question 2, on voit que le contexte s'enrichit, puisqu'ici les clientes ont reçu votre courrier et ont opté pour un régime matrimonial spécifique, qui est la séparation de biens purs et simples. Et donc, ici, les clientes ont reçu et ont choisi le mariage sur le régime de la séparation pure et simple. On va ensuite présenter la mission confiée par le notaire au collaborateur ou à la collaboratrice. Et ici, Maître Foix vous charge de préparer un projet de contrat de mariage. L'objectif visé est de montrer que le candidat contribue au projet de rédaction du contrat de mariage, qui est un objectif identifié dans les objectifs de l'épreuve 5. Dans cette situation, la contribution au projet de rédaction se traduit par la rédaction d'une clause. Cette compétence ne peut être vérifiée par d'autres moyens. On peut imaginer la correction d'une clause générée par le logiciel de rédaction d'actes ou sur la présentation de clauses essentielles contenues dans un projet d'acte. Alors justement, je me permets de rebondir sur cette précision, Denis, puisque c'est vraiment très important et c'est justement ce qui permet de distinguer un des éléments qui permet de distinguer l'esprit de l'épreuve technique notariale qu'on connaissait de cette épreuve de conduite de dossier. Et le socle de la réforme est le référentiel des activités professionnelles et compétences. Et les mots ont leur importance, puisque, comme l'a dit Aurélie en introduction, l'idée de cette épreuve, à la différence de ce qu'on faisait en technique notariale, c'est de s'approcher au plus près de ce qui se fait dans le contexte professionnel. Et donc, lorsque le référentiel précise que l'étudiant doit être capable de contribuer au projet de rédaction d'un contrat de mariage, eh bien, plutôt que de toujours faire comme on le faisait en technique notariale, de proposer des clauses, enfin aux candidats de rédiger des clauses, il peut être opportun de penser à proposer des travaux qui sont au plus près de ce qui se fait dans la pratique, à savoir donc de corriger par exemple un extrait d'acte déjà généré par Inote, ou par exemple de demander au candidat d'expliquer au client les éléments importants d'un extrait d'acte. Et c'est concrètement ce qui peut être demandé à des collaborateurs Bac+2, Bac+3 dans un office notarial. Sur des projets, sur des actes simples, il est tout à fait possible qu'on leur demande ce genre de travail. Donc il ne faut pas hésiter dans un sujet à demander au candidat ce type d'exercice à la place de simples clauses. Voilà. Et cette remarque vaut pour tous les éléments du référentiel lorsqu'il est demandé d'être capable de rédiger des projets d'actes. Et dans ce bloc de famille, il y a dans plusieurs parties, il est demandé au candidat d'être capable de rédiger des projets d'actes. Donc il faut toujours avoir à l'esprit qu'on peut demander
autre chose que des simples clauses comme on était habitué à le faire. Même si on peut toujours le faire, bien sûr. La preuve, c'est qu'on l'a fait dans ce sujet-là. Voilà. Donc, je te rends la parole, Denis. Excuse-moi. Très bien, merci. Si nous passons à présent à la question 3, on voit donc que le contexte se modifie, il y a une nouvelle évolution du contexte puisque on découvre qu'elles souhaitent acquérir ensemble leur résidence principale. Donc le critère d'évaluation est de proposer des solutions argumentées en mobilisant les notions juridiques adaptées. On attend ici du candidat qu'il soit capable d'apprécier les effets patrimoniaux dans le cadre de leur union spécifique, qui est dans un régime de séparation, et d'identifier par ailleurs les possibilités d'acquisition en commun, en l'occurrence leur résidence principale ici. Je passe à présent la parole à Viviane pour les questions concernant plus spécifiquement la filiation. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Denis et Marie pour ce début de présentation. Et donc en fait, moi je vais vous parler plus particulièrement du souhait de filiation de ce couple Boulot-Chêne. Alors, comme l'ont dit Marie et Denis, c'est un dossier qui s'inscrit dans la durée. Et cette durée, tout simplement dans notre sujet, elle est matérialisée par visuellement, hein, on le voit par la numérotation, la continuité dans la numérotation. Et donc on a un sujet hein, qui va de la question 1 à la question 12. Et plus particulièrement, moi je vais vous présenter en fait, concernant le lien de la filiation, les questions 4 aux questions 8. Alors le couple Boulot-Chêne, donc il a exprimé clairement son souhait de créer un lien de filiation et notamment premier lien de filiation qui peut être créé dans cette situation, c'est l'adoption plénière de l'enfant du conjoint. On remarque aussi, hein, comme vous l'a dit Denis, une introduction d'éléments nouveaux, d'éléments contextuels. On va présenter donc il y a des missions une mission qui va être présentée et déclinée, comme on le voit ici à l'écran. Elle se déclinera comme dans le référentiel avec une activité déclinée en tâches et avec dans notre deuxième colonne les compétences à atteindre. Et troisième colonne, les indicateurs de compétences. Cette évaluation des compétences du candidat, elle est aussi mise à l'appui de critères d'évaluation plus généraux hein, qui vous sont présentés dans le référentiel lors de la présentation de l'épreuve E5, comme l'a rappelé Aurélie. Et là, à travers la pratique à travers la pratique de ce dossier de filiation, le candidat va devoir exploiter une base documentaire, proposer des solutions argumentées, cohérentes, s'appuyant sur des notions juridiques et contribuer à un projet d'acte par la rédaction d'une clause. Alors, on passe donc à notre question 4, hein, qui était la justification des pièces à demander. On est donc ici, en fait, cette question, elle vise tout simplement à évaluer le candidat sur l'établissement des pièces compte tenu donc des éléments du contexte qui sont ici l'âge de Marcel et puis la prise en du père qui est décédé et l'absence d'ascendant au deuxième degré. Dans notre question 5, on avance hein, dans l'évaluation des compétences et surtout dans les compétences, puisqu'on va demander de justifier la possibilité par le conjoint de l'adoption plénière de l'enfant. On attend donc un raisonnement juridique hein, du candidat
à l'appui de l'exploitation de la base documentaire. Et ici, cette base documentaire, eh bien, en fait, c'est notre annexe 2. Donc l'article 370 qui énonce les principes de l'adoption plénière par le conjoint. Un élément contextuel est introduit au fil de ce dossier, puisqu'en fait c'est un projet familial, et comme dans tous les projets familiaux, il y a des paramètres nouveaux, des événements, et en matière de filiation, eh bien il y en a un qui est d'actualité, et elle souhaite eh bien créer un lien de filiation par un projet d'assistance médicale à la procréation. Donc, une tâche du collaborateur que le notaire peut demander, c'est tout simplement d'identifier les actes qui sont liés à cette AMP. On attend juste une identification, parce que comme vous avez pu le constater dans ce dossier, eh bien à une question, on a un seul verbe d'action. Donc notre question 7 va nous permettre d'approfondir notre évaluation de compétences du candidat, en lui demandant de justifier la possibilité, de justifier les effets juridiques des deux actes pour les clientes. Donc, en fait, l'indicateur d'évaluation de compétences, donc cet indicateur qui est dans notre colonne 3 du bloc 2, on attend du candidat qu'il prenne en compte les effets juridiques qui sont spécifiques à ce lien de filiation. Bien sûr, en référence au savoir associé qu'il aura acquis aussi tout au long de sa formation par cette fameuse méthode spiralaire qui vous a été introduite dans les formations précédentes. Dans la question 8, alors c'est une petite contribution à un projet d'acte de notoriété, puisqu'on demande la publication, rédiger la clause de publication en marge de l'acte de naissance. D'autres éléments du contexte viennent se rajouter, puisque, eh bien, en fait, l'une des conjointes, Aline Boulot, a vécu une succession difficile, la succession difficile de son père. Elle s'est aperçue qu'il n'y avait pas eu d'anticipation au niveau de la protection du conjoint survivant, et puis par ailleurs elle avait reçu une donation antérieurement, et en fait eh bien grâce à ces éléments de contexte nouveaux, on va viser chez le candidat une acquisition de compétences, mais là qui va être spécifique au dossier, à une pratique de dossier de libéralité et de succession. Dans ce dossier, en fait, à travers ces deux questions, eh bien, en fait, vous verrez que on reprend le tableau. On reprend le tableau du bloc 2 avec la pratique, la conduite d'un dossier de libéralité et la conduite du dossier de succession. Denis, est-ce que tu pourrais juste... voilà. Et donc là, en fait, à travers ce tableau, eh bien, vous voyez que vous avez de nouveau, on reprend donc les indicateurs de compétences qui vont nous permettre d'évaluer le candidat dans la conduite d'un dossier de libéralité et de succession. Donc en fait, on va viser, chez le candidat l'impact d'une libéralité dans un dossier de succession. Notre question 9, eh bien en fait, on demande tout simplement au candidat de présenter des éléments de réponse pour exposer l'option légale du conjoint survivant et l'option et la protection conventionnelle. Là, en fait, on ne demande
on demande pas c'est juste une présentation. Il n'y a pas, comme il y aurait pu y avoir dans les autres, dans les sujets avec l'ancien référentiel, il n'y a pas de forme d'exiger pour cette réponse. Simplement, on vise on attend, hein, c'est un indicateur de compétence générale de l'évaluation de l'épreuve 5. On attend que le candidat soit à même de nous produire un développement structuré, un développement cohérent avec des notions juridiques. Dans notre Denis, tu peux la question 10. Voilà, question 10. Donc pour ce qui concerne la question 10, par ailleurs, là, en fait, on demande donc il y a un élément nouveau un élément nouveau qui apparaît et en fait notre couple s'interroge sur la possibilité de cumuler la protection conventionnelle et la protection légale. En fait, on suit les souhaits du couple et puis peut-être aussi des atermoiements qu'elles auraient eu tout au long de leur cheminement et puis de leur expérience, hein, tout simplement. Et là, en fait, on demande une réponse argumentée. Donc, l'objectif, hein, il vise bien on attend bien du candidat qu'il présente un raisonnement juridique, donc c'est bien un indicateur de compétence de l'épreuve 5 et à l'appui d'une base documentaire. Et là, notre base documentaire, à la différence hein, aussi d'un sujet, des sujets que vous connaissiez anciennement en U5, on a une base documentaire où on a dans l'annexe 3 un arrêt de la Cour de cassation et on attend du candidat qui soit à même d'exploiter cet arrêt et de l'adapter et d'adapter sa réponse à l'appui de cet arrêt. Voilà, donc en fait, pour résumer, dans cette question, vous voyez que on attend une réponse, bien sûr, qui fasse appel à un raisonnement juridique. Et comme dans un contexte où on met vraiment le candidat dans une situation didactisée, mais une situation donc à base de contexte professionnel, eh bien, on attend une réponse qui aura la forme d'un courriel. Oui, tout à fait, Viviane. Je te remercie. Je voulais me permettre de rebondir sur tes propos, puisque ici, c'est vraiment le moment d'insister sur le nom de cette nouvelle épreuve, à savoir donc la conduite d'un dossier, et de la distinguer donc de notre ancienne épreuve de technique notariale, notre étude de cas. Et on attend donc du candidat qu'il soit capable de conduire ce dossier donc au sens strict du terme, hein, c'est-à-dire le mener, mais également le faire un collaborateur au sein d'un office notarial. Il s'agit finalement de tester un sur leur capacité à mobiliser donc des savoirs juridiques fondamentaux, mais toujours au service de la situation juridique proposée et présentée dans le sujet. Denis, pour les questions 11 et 12. Denis. Oui. Sur les questions 11 et 12, merci. La première, justifier les formalités postérieures à la signature de la donation entre époux. Là, l'évaluation, le critère d'évaluation de la compétence est de faire preuve de rigueur dans le choix des techniques notariales utilisées. Et enfin, pour la question 12, qui est de déterminer les conséquences de la donation reçue, effectivement, c'est mettre en œuvre les conseils du notaire en matière d'anticipation successorale. En effet, on attend ici du candidat qu'il soit capable d'appliquer rigoureusement des règles simples de calcul, qu'il repère la présence d'une donation antérieure dans le contexte, qu'il arrive à calculer un abattement résiduel, ensuite qu'il applique le calcul de droits de mutation par tranche pour un calcul fiscal des droits de mutation à titre gratuit.
Voilà. Donc des techniques qui doivent appliquer, par lesquelles il doit faire preuve de rigueur et d'un certain nombre de savoirs qu'il doit arriver, que le candidat doit arriver à mettre en œuvre. Merci en tout cas pour votre attention. Je passe la parole à Aurélie Prolongeau, je pense. Oui, j'étais en train de répondre dans le chat en parallèle. Très bien, moi j'ai trouvé ça très clair. Alors du coup, bon, comme j'écrivais en même temps, c'était un peu confus, hein, mais effectivement, il y avait des questions qui portaient davantage sur la possibilité d'obtenir un barème sur votre sujet zéro. Alors comme on expliquait dans le chat, effectivement, les barèmes déjà, ce sont des documents confidentiels, hein, qui restent effectivement internes toujours aux documents de jury en fait, hein. Il y a des corrigés qu'on peut retrouver qui sont partagés sur Via Éduc. Mais le choix a été fait il y a très longtemps d'ailleurs de ne pas mettre en tous les corrigés pour des raisons assez simples. C'est qu'à chaque fois qu'on le fait, très souvent, ça finit par fuiter et vous avez des étudiants qui ont les corrigés du sujet sur lesquels, même si vous les avez réalisés, vous les interrogez. Donc voilà. J'aime bien le bébéquinage. Alors du coup, on surnage aujourd'hui. Ça s'est bien passé. Est-ce qu'il y en a certains qui souhaiteraient poser des questions auxquelles on n'aurait pas répondu dans le chat? J'ai essayé de regarder, mais comme j'essayais d'écouter en même temps. Alors, il y a une question. Personnellement, je suis très attachée à l'analyse d'arrêt, mais je ne voudrais pas insister sur la méthode inutilement si les étudiants n'ont pas rédigé concrètement dans leur copie. Alors, l'analyse d'arrêt, elle a plutôt vocation à s'exprimer pleinement sur le bloc 7, en fait. Là, effectivement, vous pouvez être amené à une question sur le bloc 7, si vous avez une date pour l'envoi. Là, je suis pas sûre de bien comprendre. Pour le bloc 7, c'est les fondamentaux, hein. Donc, c'est une épreuve ponctuelle pour ceux qui sont pas en CCF. Alors, il y a déjà une visio, hein, qui a eu lieu aussi et qui est déjà accessible en ligne, hein, sur le donc du coup, pour répondre à votre question sur la liste d'arrêt, je vois mal par rapport à tout ce qu'on expliquait sur les compétences professionnelles et à la position d'un collaborateur juridique notarial, on va pas demander à un candidat dans le cadre de cette de rédiger une analyse d'arrêt. Enfin, ça me paraîtrait pas complètement cohérent par rapport à l'esprit de l'épreuve. En revanche, rien ne nous interdit effectivement de mettre un extrait d'arrêt dans la base documentaire et cet extrait aurait vocation à être exploité pour pouvoir effectivement comprendre et répondre plus exactement aux besoins du client. Voilà. Donc, il y a bien un webinaire, hein, qui a eu lieu sur le bloc 7. Hein, je vous y renvoie si jamais effectivement il y a des interrogations. Et normalement, c'est déjà, oui, Alexandra a répondu, c'est déjà en ligne sur le CRCF. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Et puis, si vous souhaitez compléter par rapport à ce que je dis, vous n'hésitez pas. Hein, je parle au concepteur. Je veux bien je veux bien compléter aussi, effectivement, sur le site du CRCF, il y a des publications donc sur l'évaluation sur l'épreuve 31 et pour compléter des vidéos sur les webinaires et puis les formations en présentiel ont été mises en ligne sur la chaîne YouTube du CRCF. Donc en fait on a quand même des documents qui peuvent répondre aux questions du chat. Alors, il y a une question aussi de Michel Garcial qui demande le sujet de la problématique d'une seule famille, si j'ai bien compris. Oui, c'est l'idée, hein, vous l'avez vu d'ailleurs dans la numérotation, on suit vraiment l'histoire de famille tout du long du dossier documentaire, mais ça va être une famille large parce que on aura peut-être besoin de faire intervenir les enfants, les parents, etc., pour qu'il y ait suffisamment de matière. Hein. Donc voilà, on va pas s'enfermer et rester exclusivement centré sur le couple de femmes qui venaient. Hein, on peut très bien imaginer une problématique avec les parents, etc. Mais c'est vraiment l'idée, oui. Alors pas obligatoire. Alors
oulala, y aura-t-il nécessairement une partie chiffrée avec des calculs? Alors nécessairement, je sais pas. En tout cas, on peut l'imaginer. Il peut y avoir effectivement une partie chiffrée. J'ai répondu, Alexandra. Pas obligatoirement, mais ça fait partie du référentiel comme avant, hein, cette partie. Voilà. Alors ensuite, les candidats n'ont pas à connaître des articles du Code civil. Alors là, pour le coup, je sais pas trop comment répondre à votre question parce qu'ils ont besoin de les connaître. Si votre question c'est les connaître par cœur et les réciter par cœur, je suis pas sûre que ce soit tout à fait ce qu'on attend dans ce type d'épreuve. Par contre, il faut bien effectivement maîtriser un certain nombre d'articles du Code civil d'ailleurs ou autres en fait, hein, pour pouvoir répondre à certaines problématiques. Sur cette épreuve, c'est plutôt le Code civil. Mais voilà, donc ils sont pas notés sur un exercice tel qu'on le connaissait avant pour ceux qui faisaient U4 avec des exercices juridiques typés et très formatés, un peu type fac de droit. Là, on est sur une épreuve professionnelle avec un candidat qui est positionné en tant que collaborateur notarial, qui a en charge effectivement un certain nombre de problématiques juridiques en droit de la famille, en droit des personnes au sens qui lui sont fournies. Alors, beaucoup de questions portent sur l'intégration de la méthodologie dans cette épreuve. Le but est de lire les textes juridiques, par exemple un arrêt, comme le ferait un collaborateur sur la veille juridique au sein de mon étude, et non faire de la méthodologie. Voilà, c'est ce que je disais par rapport à l'analyse d'arrêt tout à l'heure. C'est un extrait, ça peut. On demandait aussi pourquoi pas un extrait de doctrine. Concrètement, on n'a pas envisagé tous les cas possibles les cas de figure en tout cas et tout ce qu'on peut pas présager de tout ce qu'on fera dans les années à venir, mais dans l'idée et sur le principe, un extrait d'un bout de doctrine parce que ce serait très intéressant et très pertinent et ça pourrait être exploité effectivement dans ce cadre-là, ça me choquerait pas. Voilà, la méthodologie, je suis d'accord, elle est plutôt sur le bloc 7 hein, pour ce qu'on connaissait avant là. Il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole? Non, je confirme, Aurélie, ce que tu disais. Effectivement, un article de doctrine, au même titre qu'un article du Code civil, pourquoi pas? Oui, tout à fait. Oui, voilà, on peut citer un article civil dans le corrigé, mais après l'évaluation au niveau du BAM, voilà, le corrigé c'est aussi un outil pour nous en tant qu'enseignants, tous nos documents sous les yeux, voilà, il n'y a pas vraiment de difficulté à citer in extenso un article dans le corrigé. Après, il y a les attentes effectivement en termes de corriger. Et moi, je préfère un élève qui connaisse le contenu d'un article et qui sache bien l'exploiter pour pouvoir répondre à la question plutôt que d'espérer qu'il récite par cœur un article sans bien comprendre de quoi il s'agit, quoi. Le code civil indispensable pour le bloc 7. Alors, je sais pas pourquoi il y a cette réponse, mais je suis complètement d'accord. Voilà, travailler avec le code civil, c'est quelque chose qui s'apprend. Et c'est vrai que dans le bloc 7, il y a vraiment, effectivement, besoin de le manipuler. Hein. Ouais, donc il y a Laurent Schmar qui effectivement, hein, le référentiel fondé sur les compétences impliquées en situation professionnelle qui traduisent la pratique réelle sur le terrain. Un collaborateur ne fait pas d'analyse d'arrêt au sens méthodologique, tout à fait. Mais accepter et l'exploiter pour le traitement de son dossier. Voilà, c'est ce qu'on essayait un petit peu de répondre. Encore une question sur l'U7, éléments fondamentaux du droit dans le webinaire. L'exemple de situation ponctuelle n'est pas présenté, un sujet zéro est-il prévu? Pour le moment, non. Il n'y a pas de sujet zéro prévu sur bloc 7. On est sur des exercices assez classiques hein, sur le bloc 7. Hein. Sur le code civil, il y a une question sur le code civil. Il ne sera pas plus autorisé qu'auparavant, Aurélie, il me semble. Non. Aux épreuves ponctuelles, le code civil n'est pas autorisé. Mais c'est un outil avec lequel il faut apprendre à travailler. Des articles incontournables et réflexes dans la pratique. Oui, c'est ça. Enfin, effectivement, il y a des articles, on les utilise tellement qu'on par les connaître. Voilà, ça, oui, c'est vrai. Mais on n'est pas là pour leur faire réciter des articles. Hein, si c'est ça, c'était un peu ma réponse. Quoi. Comment aider l'étudiant à structurer son raisonnement juridique, méthodologie de résolution du cas pratique. En fait, en
réalité, c'est intéressant ce que vous dites parce que la méthodologie du cas pratique, disons le syllogisme juridique qui se cache derrière, c'est quelque chose qu'ils vont avoir à mobiliser en réalité pour pouvoir répondre à une question. Simplement, ça va s'inscrire dans, par exemple, un courrier, c'est ce que j'écrivais tout à l'heure dans le chat, à destination d'un client. On ne rédige pas, par exemple, un courrier à destination d'un client comme on fait une résolution de cas pratique de manière traditionnelle et très formatée comme on peut le faire. Donc en fait, moi ce que j'aime bien dans le syllogisme du juridique, c'est une méthode rigoureuse, formatrice, qui va aider, je sais plus qui l'a écrit dans le tout à l'heure, à essayer comment dire de répondre de manière cohérente, à repérer la règle de droit qui est appliquée, etc. Donc c'est une méthode sur laquelle il peut s'appuyer. Simplement, ce qu'on demande là, c'est par exemple, je sais pas, ça peut être de répondre à un client dans le cadre réel. Donc voilà, évidemment qu'il va falloir dans ces cas-là l'adapter. Comme disait Madame Crochemar tout à l'heure, on est vraiment sur une mise en situation professionnelle. Donc, on attend effectivement du candidat qui soit en capacité de produire un écrit rigoureux d'un point de vue juridique, mais parfois accessible aussi par un client. Et ça, c'est important de le garder. Alors, pour le moment, il n'y a pas de sujet zéro envisagé sur le bloc 7. Effectivement, les exercices sont déjà connus. Sur la veille juridique, peut-être qu'on pourra effectivement recommuniquer un peu là-dessus un peu plus tard, mais on est quand même sur des choses qui sont assez classiques. Pour le moment, on a réfléchi. En pratique, sans structure, méthodologie, je constate que les étudiants sont perdus, ils ont besoin de raccrocher un plan structurant leur pensée. Ouais, voilà. Eh bien, effectivement, le syllogisme reste un moyen de structurer leur pensée, mais leur apprendre ensuite à arriver à le faire glisser quand, par exemple, ils doivent, disons, l'enrober de manière jolie quand ils doivent répondre aux clients. Voilà. Alors, l'envoi du dossier numérique de l'étudiant en bloc 7 doit-il se faire en première année? Si oui, quelle période AVP? Oui, il faut reprendre le webinaire qui a été fait l'autre jour, parce que là, effectivement, je vais finir par à passer de l'un à l'autre, à dire des bêtises. Et donc, effectivement, on a abordé ça. Hein. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, on a dit que les réunions d'harmonisation auront plutôt deuxième année en général. Donc, effectivement, très probablement que, alors j'imagine, quand vous me parlez de transmis, j'imagine que vous devez parler pour la réunion d'Armo, hein, pas pour le professeur. Je pense que le professeur, il a une grande marge de manœuvre, c'est plutôt sur la fin de l'année. Par contre, effectivement, les réunions d'harmonisation ont plutôt vocation à avoir lieu en deuxième année. Alors au CRCF, comment peut-on y accéder demande Madame Chanco. Voilà. Merci Viviane, quelle rapidité. Alors oui, hein, effectivement c'est une bonne question. Peut-être que Viviane, vous avez, j'avoue, je ne sais pas si jamais c'est accessible ou pas en dehors d'une adresse. Mais voilà, très bien, merci. A priori, c'est accessible à tous. Hein, le site, ce qui va pas être, ce qui va être accessible, ce qui ne sera pas accessible, ce seront les corrigés, puisqu'il faut une adresse académique. Mais je pense que Madame Gagné, avec les inspecteurs généraux qui gèrent le site du CRCF, je ne sais pas comment, il y aura peut-être un accès aux personnes de l'INFN, puisqu'en fait, pour avoir cet accès, de toute façon, il faut qu'il soit validé par le coordonnateur du site du CRCF. Donc voilà. Mais de toute façon, les corriger, il faut avoir son accès validé par le webmaster du site du CRCF.
Voilà, et Alexandra précise que l'INFN aura des envois internes au corrigé par le biais de Madame Gézanou. Ce qui répond probablement au fait qu'il faut une adresse académique, effectivement, pour avoir accès au corrigé sur le CRCF. Alors, je sais pas s'il y a encore des questions. Les personnes qui sont en train d'écrire, manifestement. Merci pour les concepteurs de la remarque. Voilà, ça fait plaisir. Alors, Madame Baron, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que là, on vous a présenté un exemple qui n'est pas un modèle, et si on devait fournir une question qui serait beaucoup plus longue dans le traitement, etc., on pourrait être amené à réduire le nombre de questions. Donc voilà, je pense qu'il faut pas s'enfermer. Les concepteurs ont aussi l'habitude d'avoir des étudiants, et ils savent bien que parfois il y a des fois, il faut alléger en nombre de questions pour pouvoir traiter l'intégralité. Pour les étudiants si jeunes qui souhaiteraient en licence professionnelle, la méthodologie plus universitaire, non. Mais en fait, elle est vue, méthodologie, mais elle est vue au sein du bloc 7. Voilà, ça c'est important de le rappeler. Et ensuite, effectivement, quand ils vont avoir un extrait d'arrêt avec vous à travailler pour préparer cette épreuve, il s'agit plus effectivement à ce moment-là de leur refaire faire une fiche d'arrêt, une analyse d'arrêt, etc. Mais ils doivent être capables, avec les réflexes qu'ils ont développés dans le bloc 7, de pouvoir l'analyser. Ils voient la méthodologie en bloc 7, on fait que cela. Oui, c'est ce que absolument, je suis complètement d'accord. Dans le bloc 7, c'est très important. Alors, le niveau d'exigence des réponses aux questions techniques notariales sera-t-il le même dans l'épreuve conduite de dossier en termes de réponses argumentées, justifiées et documentées? Alors là, je suis pas sûre de bien comprendre tout à fait la question. Si l'un d'entre vous a compris, ouais. Est-ce que vous voulez dire que comme c'est une épreuve plus professionnelle, on va dire, il y aurait moins d'attendus? C'est ça que vous voulez dire dans la question? Moins d'attendus en termes d'argumentation juridique? C'est vrai, mais on était quand même beaucoup plus sur des techniques, c'est ce que disait Madame Boquillon tout à l'heure, où on était quand même beaucoup dans le faire pour le faire. Là, on va demander de faire, mais on va aussi demander d'expliciter pourquoi on a fait, avec quel objectif, etc. Et là, on le voit bien dans le sujet 0. Mais pour moi, le niveau d'exigence reste relativement élevé. C'est exigeant, on va pas dire le contraire. Simplement, dans la posture du candidat, elle a un petit peu évolué. Et puis là, il est mis dans la peau d'un collaborateur juriste notarial. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, le raisonnement juridique est présent beaucoup plus, puisqu'effectivement, il y a un mix de E4 et de E5 sur un domaine spécifique. Donc, effectivement, le raisonnement juridique est présent dans de nombreuses questions, parfois même mis au service de la rédaction d'un projet d'acte ou d'une clause, etc. Ou alors c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est la clause qui ensuite suscite un nombre de questionnements juridiques derrière sur son analyse.
Merci Madame Fournier. Merci Sophie R. Bon, très bien. Écoutez, Madame Laurie aussi a l'air de partager votre avis. S'il y a plus de questions, on a tenu le délai. Très bien. Bah, écoutez, je vous propose donc de clore. Je remercie vraiment Monsieur Dupuis, Boquillon, Madame Zanon et Madame Méchali pour tout le travail réalisé, le temps pris pour organiser ce webinaire et la qualité des travaux qui ont été fournis. Il y a une question qui n'a pas été à laquelle Ouais, mais là je vois pas de quoi il s'agit. Merci beaucoup et puis bah écoutez à vendredi prochain pour un autre webinaire. Merci à tous. Bon week-end. Oui, merci. Au revoir. Merci, bon week-end. Merci, au revoir. Au revoir.